Bonjour à tous, c'est Garden Concept. Je suis enfin ravi de vous accueillir pour ce premier épisode qui s'intitule Mon quotidien. Nombreux d'entre vous vont le découvrir et d'autres l'attendaient, mais qu'est-ce que Garden Concept? Partir à la rencontre des professionnels du paysage et découvrir les différentes voies que ce métier vous offre. À travers des vidéos tutoriels, apprendre à jardiner chez soi, mais aussi faire preuve d'éco-responsabilité. Découvrir des jardins ou des lieux plus ou moins connus. Je suis Stéphane Brevière, tout de suite le générique. Pour cette première, je vous emmène dans mon quotidien. Depuis maintenant 17 ans, je travaille en clinique conventionnée où toutes les pathologies psychiatriques générales sont concernées. Cela va de l'angoisse à la dépression, allant jusqu'à la psychose aiguë ou chronique, les addictions moyennes ou modérées. L'intensité des troubles doit rester compatible pour une clinique ouverte en hospitalisation libre. Je vais donc vous parler du jardin thérapeutique, mais aussi de ce que j'essaye de transmettre à travers mon métier de paysagiste. Comprendre l'importance de l'environnement qui nous entoure. Avoir ce contact avec la nature qui nous permet aussi de se rapprocher les uns des autres. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors le jardin thérapeutique, également appelé jardin de soins, jardin de vie, jardin à visée thérapeutique, est un espace vert spécifiquement aménagé pour s'adapter aux besoins physiques, déambulatoires, sociaux et psychologiques de ses usagers. Il doit être en capacité d'accueillir des personnes de tout âge et pensé pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Son aménagement va varier en fonction de son but et du public qui l'accueille. Donc il peut être un jardin de rééducation, intergénérationnel ou bien même occupationnel, organisé autour d'ateliers variés. Les thèmes abordés peuvent être la permaculture, l'éco-gestion, le cycle des saisons, les différents types de jardins. Il s'inscrit dans une démarche de thérapie non médicamenteuse. Quant à ses bienfaits, il va agir sur les troubles mnésiques en stimulant la mémoire, notamment auprès des personnes âgées. Pour des personnes en rééducation, il va permettre de travailler sur le physique. Par son cadre défini, j'entends par là le respect des horaires, la vie en groupe, pour les personnes désocialisées, il permet de se réapproprier les règles sociales et professionnelles. Si vous voulez, il crée du lien entre ses usagers et permet aussi aux soignants de faire une coupure dans un environnement extérieur. Il faut bien comprendre que tous les participants bénéficient de l'activité. Aujourd'hui, comment peut-on procéder pour réaliser un jardin thérapeutique? Faut d'abord définir le public visé et procéder par ordre chronologique. Le paysagiste en charge de créer cet espace doit prendre le temps de réunir les différents acteurs du projet. Aidé d'un questionnaire, il peut notamment, un questionnaire qui va au préalable présenter aux patients, aux représentants des usagers, au corps médical et bien sûr à la direction de l'établissement. Pour les différentes questions, on peut par exemple demander au patient ce qu'il aimerait retrouver dans le jardin thérapeutique. Le corps médical, lui, va imposer un cadre et définira si prescription il doit y avoir pour participer à l'activité. Il peut aussi rédiger des indicateurs de suivi comme l'estime de soi ou la confiance en soi. C'est très important que le paysagiste prenne en compte tous les avis et qu'il n'aménage pas cet espace juste par rapport à ses envies ou ses goûts. Il faut rester en adéquation vraiment avec le projet en respectant l'avis du public qui sera amené à fréquenter ce jardin.
Alors ce que j'essaye de transmettre à travers mon métier de paysagiste, mais aussi à travers l'atelier, le jardin thérapeutique, le jardin des 5 sens, c'est l'importance de l'environnement qui nous entoure. C'est une phrase simple, mais très complète. Ça comprend le respect des espaces en passant par la compréhension de la nature. Par exemple, l'importance des saisons dans le développement des plantes. L'impact de nos actions sur le climat dérègle les saisons et perturbe le développement des plantes et peut complètement bouleverser la biodiversité. Donc, quand on est à même de comprendre, on peut appliquer certaines choses dans notre quotidien et ainsi réduire l'impact négatif de nos actions sur l'environnement. On entend de plus en plus parler de biodiversité et beaucoup de personnes n'en ont pas la définition exacte, si je puis dire. C'est l'ensemble des espèces vivantes qui peuplent la planète, mais c'est aussi la diversité génétique. Par exemple, un genre de plante va posséder plusieurs espèces, voire des cultivars, donc on parle aussi là de biodiversité. C'est aussi les différents écosystèmes dans lesquels vivent la faune et la flore. Ensuite, il y a aussi essayer de se réapproprier ne serait-ce qu'une partie de notre subsistance. Pas mal de gens ont des difficultés de temps ou de connaissances pour aménager un balcon avec des plantes aromatiques ou même aménager un jardin ou faire un potager. Alors quand le patient va participer à plusieurs ateliers, il y a tout un petit déroulé qui lui permet étape par étape de reproduire ses actions chez lui avec les connaissances de base. On en revient à la compréhension qui permet aussi de se réapproprier une partie de sa subsistance. La compréhension est très très importante. Le but, c'est pas de former des paysagistes, mais c'est de sensibiliser sur l'importance de l'environnement qui nous entoure. Et cette sensibilisation, c'est aussi revenir sur les erreurs du passé. La monoculture qui nous a poussé à toujours plus employer de pesticides pour lutter contre nos ravageurs, alors que la permaculture va, elle, créer un écosystème qui va devenir autosuffisant. La suppression des haies de bocage, par exemple, qui était une réelle niche écologique. Quand vous n'avez pas de biodiversité et que vous n'avez pas d'écosystème, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de régulation. Je vais prendre l'exemple du Québec. Il y a beaucoup de villes qui ont commencé à interdire l'évacuation des eaux de pluie via les gouttières dans le réseau des égouts. Les gens, les particuliers ou même les entreprises doivent commencer à faire évacuer ces eaux dans des sols perméables au minimum à 1,50 m des fondations des habitations. L'artificialisation des sols réduit les espaces naturels et agricoles. Ça accroît la vulnérabilité aux risques naturels par ruissellement et ça provoque l'érosion de la biodiversité. Si vous avez des espaces verts entourés de sols imperméables sans vie, le retour sur expérience a fait ressortir pas mal de problématiques. On le voit notamment dans l'aménagement des villes. On a mis de l'enrobé partout, du bitume. Donc on a plus cette eau de pluie qui peut pénétrer dans le sol et rester dans le sol. Et ça, en fait, ça accroît vraiment, ça participe aussi au réchauffement climatique. Je vais développer un peu, vous expliquer. Un sol qui est humide, dans des fortes chaleurs, peut dégager de l'humidité. Si vous n'avez pas de zone d'ombre, on a fait plein de bâtiments, on a construit plein de bâtiments, on ne s'est pas préoccupé des couleurs des façades. Une façade qui va être plutôt foncée, en été, va absorber beaucoup plus de chaleur et la retransmettre à l'intérieur du bâtiment. On n'a pas réfléchi à comment disposer les arbres pour essayer de gagner en énergie aussi, en consommation d'énergie, parce que si vous arrivez à acquérir des zones d'ombre, vous allez moins utiliser l'énergie. En vérité, même, on a vu dans les dernières élections, j'ai vu beaucoup de candidats qui ont promis de planter 300 000 arbres, 150 000 arbres. Bon, je ne vais pas les citer parce que c'est pas le but, mais le but, c'est pas de replanter des arbres, il faut aussi le faire intelligemment. Ça veut dire qu'il faut bien sélectionner les essences. Un arbre avec un système racinaire qui va descendre trop profondément dans le sol et va accroître ce phénomène de sécheresse en fait, va plus rapidement assécher la zone. Donc il y a vraiment tout un travail, toute une étude à faire sur comment réaménager nos espaces. Si vous voulez, on essaye de réapprendre à vivre avec la nature. En vérité, c'est ça, parce qu'on a voulu trop maîtriser, trop contrôler. On a intégré la nature, parfois on l'a même supprimée pour la conception des villes et des bâtiments, alors qu'aujourd'hui, on a l'obligation d'intégrer la conception en respectant l'environnement présent.
Il y a toute une rééducation. On parlait aussi de la végétation spontanée dans les villes. Les gens, des fois, sont pas contents parce qu'ils disent bah ouais, mais avant, on traitait, c'était propre, les villes étaient propres, parce qu'on avait toutes. Alors les gens disent souvent mauvaises herbes, alors qu'on dit herbes indésirables. Ça n'existe pas la mauvaise herbe. Donc il y a toute une communication, une rééducation, une information à faire auprès de l'usager, auprès des riverains, pour les sensibiliser aussi par rapport à ça. Au-delà de tout ça, j'essaye aussi de transmettre l'exemple de la force de la nature. Car si l'intervention de l'homme n'est pas là pour la maîtriser, elle reprend vite ses droits. Toujours dans une maîtrise raisonnée, un accompagnement. On peut faire le parallèle parfois avec les différentes pathologies des usagers en faisant comprendre que la patience, l'accompagnement aboutissent à une amélioration de l'état de santé, voire la guérison complète. Aujourd'hui, tout va trop vite. C'est métro, boulot, dodo, et la crise sanitaire a fait évoluer les mentalités. Il y a beaucoup de personnes pendant le confinement qui soudainement ont eu du temps et ont cherché à se réapproprier ce coin de verdure pour bénéficier d'un bol d'air. Il y a une réelle question qu'on peut se poser. Est-ce que l'environnement dans lequel je vis est propice à ma vie? C'est un peu philosophique, ça ne concerne pas que les espaces verts, mais je pense que c'est très important de se la poser. Si je devais vous dire un mot de fin, je vous dirais que quoi qu'il arrive, il faut toujours croire en soi, croire en ses projets, aller au bout de ce qu'on entreprend. L'important, c'est que l'intention de base soit bonne. Si vous êtes dans une envie de bien faire les choses, il n'y a pas de question à se poser. Si vous êtes droit dans vos bottes, allez-y, foncez, quoi. Il n'y a pas de question à se poser. Par rapport à la psychiatrie, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que c'est très important d'avoir le sourire. Vous êtes face à des personnes qui sont en dépression avec différentes pathologies, je ne vais pas toutes les citer, c'est pas mon domaine, mais si vous n'avez pas le sourire, ça sert complètement à rien de venir travailler en psychiatrie. C'est pas fait pour vous, parce qu'il faut transmettre par votre comportement, il faut faire ressentir aux gens que vous êtes heureux. C'est pas tout le temps facile, parce qu'on a tous nos petits problèmes du quotidien, mais ça aide. Un sourire, c'est gratuit. Parler à quelqu'un, c'est gratuit. Je veux dire, ça coûte rien. Il faut essayer de se rapprocher les uns des autres. C'est très très important. Donc, si vous êtes droit dans vos bottes, il y aura toujours des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça, c'est le monde du travail, on ne peut pas faire autrement. Mais si votre intention est bonne, alors c'est pas que pour vous, il faut faire aussi ce qu'on vous demande, mais si votre intention est bonne, il n'y a pas de souci, allez-y, foncez. Celui qui veut y arriver peut y arriver. Croyez-en, je peux vous en partager mon expérience. C'est pas le but du sujet ici, mais celui qui veut y arriver peut y arriver. Ça, il n'y a aucun souci. Aucun souci.